RCF, le magazine Environnement avec Rayon Vert, magasin de produits biologiques et écoproduits, boulevard Sautel à La Rochelle. Bonjour et bienvenue aux éditeurs de RCF Charente-Maritime. Vous écoutez l'émission Économie et société durable, initiée et animée par l'Institut de la responsabilité sociale par l'innovation, l'IRSI, du groupe Sudeco La Rochelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème passionnant et engageant, celui de l'entrepreneuriat social au féminin. Pour nous expliquer ce que recouvre ce thème et pour nous faire partager leurs expériences initiées sur le territoire rochelais, nous accueillons Aurore Issouf et Nathalie Raymondon. Aurore Issouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes la créatrice de Métis et Bio, une SARL de restauration créée en 2011, s'appuyant sur une forte dimension sociale pour proposer une cuisine du monde et du quartier. Nathalie Raymondon, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine de la création de Pandacolor, une entreprise créée tout récemment en 2016, qui propose l'innovation sous la forme d'un stylo pâtissier pour décorer des desserts avec des produits naturels. Si vous permettez, nous allons maintenant parler du thème de l'entrepreneuriat social au féminin, tout d'abord en définissant le concept d'entrepreneuriat social, puis en mettant en exergue les enjeux soulevés par ce thème, et enfin en illustrant par vos parcours Métis et Bio et Pandacolor. Donc définissons tout d'abord le thème du jour pour que les auditeurs comprennent mieux de quoi il s'agit. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat social ? Le site Move, du mouvement des entrepreneurs sociaux, définit l'entrepreneuriat social comme une manière d'entreprendre qui place l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Quel que soit le statut juridique des entreprises, associations, coopératives, SAS, leurs dirigeants font du profit un moyen et non une fin en soi. Une autre définition, celle-ci académique, nous précise que l'entrepreneur social est un individu visionnaire dont le premier objectif n'est pas de faire du profit, mais de créer de la valeur sociale, capable à la fois de saisir et d'exploiter les opportunités qui se présentent à lui, de rassembler les ressources nécessaires à la conduite de sa mission sociale et de trouver des solutions innovantes aux problèmes sociaux de sa communauté non traités par le système en place. Ceci étant dit, cela l'amènera à adopter un comportement entrepreneurial inscrit dans des pratiques de gestion traditionnelles. Que pensez-vous, mesdames, de ces définitions ? Êtes-vous d'accord ? Oui, alors moi je pense que tout projet de création d'entreprise sociale part d'une conviction personnelle, d'une vision différente de ce qui existe déjà, placée autour de valeurs fortes. Quand vous parlez de valeurs sociales, pour moi, je le vois dans un sens large qui inclut notamment la partie environnementale, sanitaire. Et voilà, je pense qu'au départ d'une entreprise sociale, il y a une volonté forte, personnelle, de proposer quelque chose de différent. Alors moi, ces définitions me conviennent tout à fait, elles me plaisent même parce qu'en fait, elles ont tendance à vouloir réconcilier l'économie et l'humain qui s'affrontent en fait parfois, c'est-à-dire que en fait, on comprend à travers ces définitions que l'économie peut être au service de l'humain et non l'inverse. C'est l'idée que créer de la valeur prend du sens quand elle est partagée entre ceux qui la créent ou avec d'autres. C'était l'idée de l'intérêt collectif. D'accord, donc l'idée, on retient, créer du changement social, entreprendre autrement, replacer l'homme au cœur de l'économie et tout en donnant un sens particulier. Et pour préciser les propos de Nathalie, on conçoit le terme social dans ce qui est relatif à la vie des hommes en société. Donc l'environnement a toute sa place aussi dans cette forme d'entrepreneuriat. Je serais tenté de vous demander, mais pourquoi on parle finalement un peu plus maintenant d'entrepreneuriat social, d'après vous ? Est-ce que... Justement parce que, à mon sens, il y a eu trop longtemps cette idée que l'entrepreneuriat et par extension l'économie était simplement dévouée au capital, à enrichir des actionnaires. Et énormément de gens se sont trouvés en marge par rapport à cette définition-là. Et l'idée maintenant, c'est effectivement d'entreprendre autrement pour remettre l'humain au cœur de l'économie.
Merci. Existe-t-il une sensibilité particulière des femmes, puisque le thème c'est l'entrepreneuriat social au féminin, donc une sensibilité particulière des femmes pour cette forme d'entrepreneuriat? Nathalie Raymondon? Oui, alors même plus qu'une sensibilité en tant que femme, je dirais même une sensibilité en tant que mère, puisque je pense que justement par rapport aux générations futures et à la responsabilité qu'on peut avoir, je pense qu'effectivement en tant que mère, il y a une sensibilité particulière à ces questions-là. Aurore Rissouf, vous Oui, êtes partagée? je rebondis tout à fait sur ce que dit Nathalie. Je crois que c'est la maternité peut-être qui accroît cette sensibilité, parce que tout simplement on développe une forme de bienveillance pour nos enfants et puis pour voilà, tous nos interlocuteurs professionnels. Alors on n'est pas dans un monde de bisounours hein, pour autant, mais on essaye de travailler en responsabilité et avec des valeurs, voilà, une éthique. Comment avez-vous construit votre projet finalement? Et là, j'ai plutôt en tête le rôle de l'accompagnement, hein, quand vous aviez été porteur du projet, et finalement du territoire, parce qu'on a dit aussi qu'on a évoqué que ça se faisait sur la région rochelaise. Donc, Aurore. Alors, l'accompagnement, bah, oui, a été complètement essentiel et j'en témoigne régulièrement. Hein. En fait, on a une idée, un concept, mais après, il faut simplement apprendre à devenir chef d'entreprise. C'est deux choses bien différentes. Ouais. Et pour ça, il y a des structures d'appui à la création d'entreprises qui sont performantes et qui sont complètement indispensables. Pour ma part, ça a été la Chambre des métiers, puisque j'ai un statut d'artisan. Donc on est tout de suite dirigé vers la Chambre des métiers qui propose un accompagnement complet allant de l'analyse préliminaire justement du concept jusqu'à toutes les considérations juridiques, comptables, voilà, gestion, etc. Et cet accompagnement, il est d'autant plus important avec des professionnels, mais aussi avec un entourage, c'est-à-dire des gens bienveillants, des gens expérimentés qui vont renforcer cet accompagnement, parce que des questions, on s'en pose des millions avant de créer, et puis quelques milliards après. Nathalie Raymondon, je crois que vous n'avez pas eu tout à fait le même parcours pour l'accompagnement. Alors moi j'ai été très bien entourée dès le départ, puisque en amont de la création, j'ai été pendant 2 ans à l'incubateur de Charente-Maritime. Donc j'ai pu bénéficier d'un accompagnement et c'est vrai que là le projet à l'arrivée dans l'incubateur s'est totalement transformé et a mûri pendant ce temps avec des professionnels. J'ai aussi bénéficié d'aides, alors effectivement financières, avec la BPI, la région. Et ensuite, le côté un petit peu positif, c'est qu'après la création, moi j'ai donc un club des cigales qui est entré dans le projet. Donc un club des cigales, c'est un regroupement de personnes qui mettent en commun leurs économies pour aider au démarrage d'une entreprise autour de valeurs fortes, justement solidaires, environnementales, de valeurs sociales. Et c'est pas simplement apporter un financement, c'est aussi apporter un partage d'expérience, d'accompagnement. Et c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas monter un projet seul. Il faut s'accompagner de regards différents, de différents professionnels pour pouvoir se poser les bonnes questions et grandir. Donc effectivement, moi je trouve qu'il y a énormément de dispositifs de formes variées qui permettent aux porteurs de projets d'avancer plus sereinement. Merci. Et juste rajouter une chose, c'est que vous parliez d'entreprendre au féminin. C'est vrai qu'on est particulièrement soutenu en tant que femme créatrice d'entreprise, puisqu'on a des aides effectivement à la création, des aides publiques. Moi je pense à la BRDE, la Bourse régionale désir d'entreprendre, dont j'ai bénéficié et qui est du coup abondée pour les femmes de 10%. D'accord. Et pour ceux ou celles qui ne le savent pas, il existe une semaine, la semaine de l'entrepreneuriat féminin, à l'initiative du secrétaire d'État chargé des droits des femmes, cette année ou l'an dernier, qui s'est déroulée du 7 au 12 mars 2016, hein, qui est là pour transmettre l'envie d'entreprendre aux jeunes et promouvoir la culture entrepreneuriale au féminin.
maintenant qu'on a dressé le cadre de manière assez générale, globale, on va, si vous voulez, parler plus concrètement à partir de vos parcours respectifs, donc Métis et Bio pour Aurore Issouf et Pandacolor pour Nathalie Raymondon, afin d'illustrer finalement les pratiques mises en œuvre, les résultats et aussi les difficultés que vous avez rencontrées. Aurore Issouf. Vous parlez un petit peu donc du parcours qui m'a amené à la création. Donc moi j'ai un diplôme d'ingénieur qualité, une formation dans ce domaine, dans l'industrie agroalimentaire. Et donc j'ai travaillé 15 ans pour une grosse société qui fabrique des produits alimentaires et cosmétiques issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable. Donc on va dire que j'ai été vaccinée, une première vaccination en termes de RSE, puisque là il y avait une démarche globale de développement économique avec des considérations environnementales et sociales. Et c'est vrai que j'y ai tout à fait trouvé mon compte, et que quand j'ai été amenée à réfléchir à créer mon activité et donc à développer mon propre projet, cette définition du RSE était vraiment au cœur de mon concept. Alors en fait, que j'ai décliné après de la manière suivante. Donc nous on a une activité principale de traiteur donc, autour des cuisines du monde. Et c'est vrai que ça a été un prétexte, la cuisine, à travailler à la fois des ingrédients de saison, frais, locaux, majoritairement issus de l'agriculture biologique. Donc là, des considérations environnementales qui pour moi étaient complètement indissociables de considérations sociales. Donc dans le projet, j'ai développé en fait une politique ressources humaines basée sur l'accueil et la professionnalisation de personnes, de femmes en l'occurrence, puisque je continue dans ce créneau-là. De femmes parfois issues de l'immigration, mais pas toujours, parfois présentant des formes de handicap, mais pas toujours, enfin voilà, celles qui présentent une envie particulière de nous rejoindre, et donc qui sont accueillies et professionnalisées, c'est-à-dire qu'on parle de parcours individuels de personnes qui sont quelquefois très éloignées de l'emploi, qui n'ont ni expérience ni diplôme particulier dans le domaine de la restauration, et donc que j'accompagne à travers des stages, de la formation professionnelle, des parcours d'insertion, pour que, voilà, au terme de leur passage chez nous, elles puissent ensuite, certaines créer leur propre projet, c'est arrivé, et je les ai toutes soutenues du coup en tant que porteuses de projet à leur tour, et d'autres être après insérées dans le monde professionnel plus classique. Alors, votre projet s'inscrit bien au centre donc, du développement durable, hein, avec l'aspect économique, environnemental et là aussi social, vous le rappelez. Et moi, philosophiquement, je dis que ces actions sont indissociables, parce que je ne me vois pas sauver la planète en faisant du mal aux hommes et femmes qui l'habitent, et inversement. Enfin, je trouve qu'il y a un équilibre idéal, un cercle vertueux en fait à développer autour de ces deux piliers du RSE. D'accord. Alors la RSE aussi, aux auditeurs qui ne le sauraient pas, c'est la responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire c'est l'intégration de principes de développement durable que je viens de citer juste avant, dans le fonctionnement d'une organisation, donc une micro-entreprise, une grande entreprise, en y intégrant aussi une forme d'éthique dans le management. Voilà. Alors Nathalie Raymondon, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de la création de Pandacolor? Oui, alors moi au départ j'ai été journaliste spécialisée dans les questions environnementales, ensuite professeure des écoles, ensuite je suis devenue maman 3 fois, et à ce moment-là j'ai décidé donc de monter ce projet de la création de l'entreprise Pandacolor. Pour ma part, donc c'est bien la question environnementale qui a été le moteur de mon projet, puisque je souhaitais en fait proposer une alternative aux produits existants dans le domaine de la pâtisserie créative ludique, qui peut parfois être assez éloigné de la question de naturalité. C'est vrai qu'on voit que l'humain aujourd'hui est particulièrement exposé aux substances toxiques qui sont pourtant admises dans nos réglementations. Et donc, moi, j'étais particulièrement sensibilisée aux enfants qui sont exposés, comme par exemple avec des substances comme les colorants azoïques,
où en fait il suffit d'inscrire la mention peut créer l'hyperactivité et des troubles de l'attention chez l'enfant pour que ça convienne à tout le monde. Voilà, pour moi c'est une absurdité, c'est un manque d'exigence pour la santé future de nos enfants. Et je trouve que le principe de précaution est trop souvent mis à l'écart, et pour moi on fait un pari un petit peu aveugle sur la santé future de nos enfants. Donc voilà, donc je suis partie vraiment sur un positionnement naturalité, avec un chocolatier artisanal basé sur La Rochelle, chocolat et macarons, une fabrication française, voilà, essayer de proposer des produits sains, tout en restant ludiques et innovants, puisque la plupart des produits donc, correspondent à de nouvelles pratiques alimentaires. Alors là, on a parlé du projet, de la création ou même de l'activité. Quels ont été au départ, finalement, les freins, les difficultés que vous avez rencontrées dans ces 2 projets de création? Aurore Issouf. Alors les freins, difficultés. Le premier, ça serait peut-être qu'effectivement il est encore dans notre société difficile de sortir un peu des plates-bandes et des carrières toutes tracées pour créer une activité, pour prendre des risques. Peut-être encore plus quand on est une femme, et peut-être encore plus quand on est une maman seule avec des enfants, ce qui est mon cas. Du coup, quand vous allez vous présenter ce CV au banquier et même aux professionnels de l'appui à la création, on vous regarde avec des yeux énormes. Voilà, donc la notion de prise de risque, alors est-ce que c'est culturel en France? Est-ce que c'est effectivement encore plus compliqué quand on est une femme? Bon, j'ai pas fait trop de statistiques là-dessus, mais l'idée c'est que la notion de prise de risque, elle est encore un peu tabou. Il faut enfoncer des portes. Quand les portes se ferment, il faut rentrer par les fenêtres. Enfin, il faut vraiment avoir une détermination à toute épreuve. Et autant l'appui à la création a son importance, autant le tempérament, je pense, là aussi, il faut avoir effectivement un tempérament bien trempé, parce que pour mon cas, je ne correspondais pas du tout aux critères du créateur sans risque, tels que les banquiers, les assureurs en raffolent. Donc voilà, les freins ils sont de cet ordre-là. Après, je dirais les freins pour toute création d'activité, c'est forcément créer sa clientèle, les difficultés classiques qu'on essaye de minimiser dans l'étude de marché, dans toutes les analyses qu'on fait au préalable pour être sûr qu'on a la bonne idée au bon endroit au bon moment avec des clients en face, tant qu'à faire. Donc ça, effectivement, on minimise les risques en faisant justement ce parcours d'appui à la création et en développant toute cette analyse en amont. Mais bon, le risque existe et il perdure tout au long de la vie de l'entreprise. Moi, je voulais juste rajouter que tous les gens qui vous accompagnent le font avec bienveillance, mais c'est vous, le créateur, entrepreneur, qui quand même prenez le risque et portez le projet sur vos épaules. Oui, surtout que vous êtes 2 exemples, toutes les deux, d'une volonté d'entreprendre, puisque vous aviez chacune des situations, vous étiez, passez-moi l'expression, bien au chaud, dans un certain confort, hein, et vous êtes passé outre avec ces 2 projets. Nathalie Raymondon, donc oui. En parlant de vos difficultés. Alors je rejoins Aurore, puisqu'effectivement, à ce niveau-là, on est sur un parcours assez similaire, puisque donc moi aussi, maman de 3 enfants isolés. Donc effectivement, j'étais fonctionnaire de l'éducation nationale, donc c'est toujours très surprenant pour les banquiers de voir alors pourquoi une maman avec 3 enfants fonctionnaires décide à un moment donné de créer son entreprise. Ça paraît pas très crédible, ça doit être un loisir créatif du dimanche qu'elle décide de... enfin, non, en fait, c'est une question de place. Bah oui, moi aussi, je peux décider à un moment donné d'être chef d'entreprise, même avec mes 3 enfants, même isolée. Voilà, je sais pas s'il faut être féministe pour entreprendre, mais en tout cas, c'est vrai que ça a été difficile pour moi d'obtenir un prêt bancaire. Je suis pas sûre qu'un homme dans ma situation, c'est-à-dire un papa avec des enfants séparés, aurait eu autant de difficultés que moi à trouver un prêt.
La question est posée. Finalement, j'ai quand même trouvé un prêt avec le crédit coopératif, comme quoi on est bien toujours dans le sujet. Et voilà, j'ai rencontré des personnes qui font confiance au projet, voilà, comme le Club des Cigales, et qui font confiance à mon parcours professionnel. D'accord. À préciser justement que les risques, les 3 types de risques et obstacles à appréhender lorsque vous entreprenez sont les contraintes de financement, vous l'avez évoqué, parfois le manque d'accompagnement, hein, ça peut être aussi une forme d'obstacle, et l'appréciation du retour sur investissement en matière sociale, puisqu'on parle d'entrepreneuriat social. Pour terminer l'émission, donc, je voulais savoir quel regard finalement vous portiez en tant qu'acteur engagé, on l'a vu, hein, dans ces mouvements socio-économiques qui replacent l'homme au centre de l'économie et de la société et qui contribuent au développement durable. Est-ce que vous pensez qu'on assiste finalement à l'émergence d'une transition d'un nouveau modèle de développement, une économie alternative ou une économie peut-être utopique, dans le sens où il y a un effet de mode et ça va retomber? Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie Raymondon? Non, moi je suis de nature assez optimiste. Voilà, je pense que parfois, en temps de crise, quand tout dérape et que tout va mal, je pense que c'est là que peuvent naître les plus belles actions et les plus belles initiatives. Voilà, je crois en la théorie du colibri, les petites décisions qui peuvent avoir des répercussions très favorables qu'on ne soupçonne pas. Et honnêtement, je crois aussi en la nouvelle génération qui est particulièrement sensibilisée aux questions environnementales. Donc je pense que ces mouvements alternatifs ont toute leur place dans notre société actuelle. Aurore Rissouf. C'est très très bien dit. Moi, je suis complètement sur la même longueur d'onde, à savoir de l'optimisme et de l'utopie matin, midi et soir. C'est-à-dire que je pense que il ne faut pas se laisser abattre par rapport à tout ce qui est macroéconomique, à tout ce qui est mondialisation, à tout ce qui est lobbying, etc. Et moi, par rapport à ça, j'avais 2 options en fait dans ma vie. Je me suis dit soit je fais toutes les manifs du monde, je reste militante parce que je l'étais beaucoup plus jeune, etc. Et je me suis rendu compte que ça avait son intérêt, mais que ça allait pas forcément changer le monde immédiatement. Et l'autre option que j'ai choisie, c'est de faire moins la morale aux autres et de faire plus la preuve par l'exemple en fait, et tout simplement d'associer mes valeurs, mon éthique, etc. à mon activité professionnelle. Et voilà, et je l'ai jamais regretté. C'est quelque chose qui nourrit énormément, qui enrichit énormément d'être en adéquation avec ses valeurs dans son métier, parce que ça occupe quand même quelques heures dans la journée. Et en ça, je me dis que voilà, faire simplement la preuve par l'exemple. J'aime beaucoup aussi l'image du colibri qui apporte sa petite goutte pour éteindre l'incendie. C'est une jolie fable. Donc si je peux résumer, action, entrepreneuriat et utopie mobilisatrice, hein, matin, midi et soir. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup Aurore Rissouf et Nathalie Raymondon pour vous. cet éclairage qui nous a fait voyager au centre de l'entrepreneuriat social au féminin. Aurore Rissouf, est-ce que vous pouvez nous communiquer vos coordonnées? Pour venir déguster nos plats, vous avez plusieurs options. On a un restaurant, donc un self, qui est ouvert le midi en semaine dans le quartier de Mireuil. Et puis un food truck qui se promène sur La Rochelle et sur beaucoup d'événements locaux. Voilà, et le tout, vous pourrez trouver des informations et nos coordonnées sur notre page Facebook Métis et Bio. Et Nathalie Raymondon, comment on peut suivre votre aventure? Eh bien écoutez, soit sur le site internet de la marque pandacolor.fr ou alors sur la page Facebook. Voilà, vous pouvez venir découvrir, liker, toujours il suffit de taper Pandacolor. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter en podcast sur le site de rcf.fr. A bientôt, c'était Philippe Schaeffer de l'IRSI, Subdeco La Rochelle, pour l'émission Économie et société durable sur RCF Charente-Maritime. Le magazine Environnement vous était présenté par Rayon Vert, magasin de produits biologiques et écoproduits,
boulevard Sautel à La Rochelle, ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30.